Merci, bonsoir, bienvenue. J'avais fait une blague un peu d'un goût douteux sur la comparaison de ma taille à celle de Nicolas Sarkozy lors d'un meeting à Paris, parce que normalement j'ai une petite marche et lui aussi, j'avais remarqué, je n'ose plus la faire désormais. Voilà. Mais je vois que je pupille très pensée pour quelqu'un qui est plus grand que moi. L'année passée, je vous avais parlé de Tax the Rich. C'était l'un des slogans de cette rentrée politique. Je crois que ça s'est fait. C'est bien installé dans le débat public. Et cette année, je vais vous parler d'autre chose. Après Tax the Rich, je vais vous parler des crypto-fachos, des techno-fachos, du techno-fascisme. Parce que si le néolibéralisme n'est plus, je pense que quelque chose de pire et de bien pire est en train d'arriver. Quand on s'est vu l'année dernière, à cette époque, il y a un an, Donald Trump n'était pas encore président des États-Unis et le monde était un tout petit peu différent. Et juste après l'auréole, je suis allée aux États-Unis, à Washington, dans le cadre donc, de mes missions de présidente de commission. Notre premier rendez-vous, c'était avec un institut, un think tank, comme on appelle ça là-bas, un think tank républicain, mais républicain ancienne génération, je serais tentée de dire, et démocrate. Et j'étais là devant un magnifique tableau, une magnifique peinture de Donald Reagan et Margaret Thatcher avec un chien. C'était d'un goût exquis. Mais ils avaient raison absolument sur tout. Ils nous ont expliqué exactement ce qui allait se passer. Que oui, Donald Trump allait gagner, qu'il allait gagner les deux chambres et qu'il allait faire ce à quoi il s'était engagé. C'était notre premier rendez-vous du matin. Ça a été une semaine de rendez-vous avec ce qu'on appelle Corporate America, c'est-à-dire tout le business, toutes les grandes entreprises. Et là, le son de cloche était tout à fait différent. On nous disait que Trump... oui, il est véhément, il ne sait pas vraiment se tenir. Mais à la fin des fins, c'est quelqu'un de très transactionnel. Ça, je pense que vous l'avez entendu un peu partout dans les plateaux télé. Quelqu'un de transactionnel, quelqu'un qui veut négocier. Puis vous savez, il ne va pas vraiment dire, il ne va pas vraiment faire ce à quoi il s'est engagé. Tout ça, c'est des mots, c'est du show, c'est un showrunner à la fin des fins. Et puis bon, sa politique fiscale quand même, elle nous intéresse beaucoup. En gros, on avait toute une partie des gens les plus puissants aux États-Unis qui étaient en train de se raconter à eux-mêmes une histoire, un propre récit, pour ne pas avoir honte de vendre leur âme au diable. C'était une sorte d'exercice d'auto-persuasion. Et en France aussi, en Europe aussi, au moment de l'élection de Donald Trump, rappelez-vous, on avait sur les plateaux télé des éditorialistes, parfois aussi des gens de think tank, peut-être financés par la Heritage Foundation, qui tenaient exactement le même type de discours. Oh, vous savez, Donald Trump, c'est quelqu'un de transactionnel, on va pouvoir négocier avec lui. Puis vous savez, on ferait bien un moment de penser aussi à sa politique fiscale. Il fait des choses intéressantes. Trump n'est évidemment pas quelqu'un de transactionnel. C'est quelqu'un qui veut qu'on fasse ce qu'il veut, quand il veut. Trump, c'est le visage du capitalisme d'État, d'extorsion. C'est la brute épaisse à la cour de récré qui vient vous racketter. Et je vois bien ici, du côté de l'Atlantique, de le mépriser. De le mépriser, pourquoi ? Parce qu'il est orange, parce qu'il est trop blond, parce qu'il a des goûts kitsch, parce qu'il raconte n'importe quoi, parce qu'il est tout le temps dans l'outrance. Et je pense que ce serait une grave erreur. Car tous les dictateurs en herbe sont toujours dans des espèces de goûts kitsch qu'on méprise dans un premier temps, jusqu'à temps qu'ils nous fassent réellement peur. Trump a réussi à coaliser les rednecks, les technomilliardaires et les néoconservateurs. Et cela paraît assez incroyable, mais en fait, il y a une logique derrière tout ça. Tous partagent, pour diverses raisons, la détestation de la démocratie libérale et de ce qui fait du commun. La démocratie, ce n'est pas un mot vain.
ce n'est pas des vieilles institutions, ce n'est pas un concept abstrait. La démocratie, c'est d'être libre de penser, de réfléchir, de dire, d'écouter. C'est la diversité. Or, cette liberté, votre liberté, notre liberté, c'est ce qui leur pose justement un problème. Ils disent défendre la liberté, mais ne soyez pas dupes, c'est la leur qu'ils défendent. Et leur liberté, c'est de vous imposer leur agenda politique. Cet agenda, ils l'imposent en contrôlant l'État, bien sûr, mais à travers aussi la maîtrise des canaux, la maîtrise des médias qu'ils rachètent, mais aussi la maîtrise des réseaux sociaux. Musk, il faut se redire qu'avec Twitter X, c'est comme s'il avait le 20h, tout le temps, à portée de main et au niveau mondial. Il peut faire de la propagande quand il veut, où il veut. Il sature toutes les secondes l'espace. Et quand je dis toutes les secondes, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon de parler, c'est ce qu'ils font. Ils sont toujours en train de saturer l'espace en permanence, outrance après outrance, pour pouvoir finalement brouiller quelque part notre cerveau. Je vous mets au défi de vous rappeler exactement toutes les horreurs que Donald Trump ou Elon Musk ou sa clique a pu raconter depuis le début de leur mandat. On n'arrive même plus à savoir. Il y a quelque chose de nouveau absolument toutes les heures. Et ça, ces provocations-là, qui quelque part aussi nous fascinent, parce qu'on regarde ça avec effroi, on regarde ça quelque part comme une espèce de show, ça nous tétanise, ça nous fascine, ça nous effraie, mais pendant ce temps, eux, ils avancent. Car leur agenda, il est éminemment politique. Et on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, lui, il fait de la politique. Pour le pire, mais il fait de la politique. Et il a même récemment montré que l'homme le plus riche du monde devait se soumettre à l'homme politique le plus puissant du monde en tordant le bras à Elon Musk. Comme je disais, leur ennemi, ce sont nos libertés. Et je dis leur ennemi, car il ne s'agit pas d'adversaires ici. Leur ennemi, c'est tout ce qui fait du commun, ce qui fait que nous sommes unis, ce qui fait que nous sommes unis dans la diversité, ce qui fait que nous savons faire société ensemble, malgré nos différences, et que parfois même, un truc de dingue, on aime nos différences parce qu'elles font le sel de la vie. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à nos institutions. C'est pour ça aussi même qu'ils s'en prennent au late show américain. C'est pas uniquement parce qu'ils n'aiment pas leur humour, c'est aussi parce que ça crée un sentiment de commun et d'unité. Et c'est pour ça aussi qu'ils s'en prendront à notre monnaie. Et c'est pour ça aussi qu'ils le font déjà. Et ce point va vous paraître peut-être un peu déconnecté, techno, et vous vous dites ok, Aurore a une nouvelle obsession après la tax the rich, elle va aller sur la monnaie, et oui, elle va aller sur la monnaie. La monnaie, c'est un pilier de notre souveraineté. Et quand vous y pensez 2 secondes, vous avez un bout de papier dans la poche. Ce bout de papier, il vaut rien. Grâce à la Banque centrale européenne, grâce à la démocratie, grâce à nos institutions, grâce au fait que vous avez confiance dans nos institutions, ce bout de papier, vous savez qu'il vaut 5, 10 euros, 20 euros, 50 euros, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose d'assez dingue, en fait, quand on y pense, parce que ça veut dire qu'on place notre confiance dans des institutions démocratiques. Encore une fois, la monnaie, c'est un pilier de la souveraineté. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin dans la construction européenne. Trump attaque le dollar et il attaque l'euro. Et il le fait comment? En interdisant toute forme de modernisation, par exemple, du dollar. On ne le sait pas, mais une des premières choses qu'a fait Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir, c'est d'interdire le dollar numérique. C'est quoi le dollar numérique? C'est un truc tout bête. En fait, avec votre téléphone, vous pouvez payer en dollars. C'est l'une des premières choses qu'il a fait. Vous savez pourquoi il l'a fait? Pour pouvoir faire en sorte que ses amis développent ce qu'on appelle des stablecoins. Comment ça va marcher? Je vais vous l'expliquer. En fait, maintenant, vous allez avoir par exemple Amazon ou ce genre de plateforme qui va vous dire « Non, non, mais ne paye pas en euros ou en dollars. Paye avec ma propre monnaie. » Et là, tout d'un coup, on arrive à quelque chose de terrible, c'est qu'on arrive sur la privatisation de la monnaie. Chaque entreprise va avoir sa monnaie, et ça fait partie d'un agenda politique très précis. Et c'est ce qui fait que sur notre sol, aujourd'hui, en Europe, on est attaqué
par ce genre de stablecoin. Ce n'est pas un mince sujet, parce que si vous privatisez la monnaie, si vous faites en sorte qu'il y en a plein comme ça, vous n'avez plus de levier. Vous n'avez plus la possibilité de faire de la politique monétaire, parce qu'en fait, vous n'avez plus le pouvoir sur votre monnaie. Et la politique monétaire, c'est pareil, si vous dites « oh, c'est un truc techno, c'est chiant ». La politique monétaire, c'est ce qui nous a permis de passer la crise du Covid, par exemple. C'est ce qui fait que la Banque centrale européenne a été là tout le temps, dans un moment absolument déterminant, où il fallait assurer la stabilité de l'euro, mais il fallait aussi faire en sorte qu'on puisse lâcher beaucoup d'argent pour pouvoir financer l'économie. Nous aussi, on a un projet d'euro digital. Ce n'est pas un truc de dingue, hein. C'est juste le fait que vous puissiez payer gratuitement, d'ailleurs. Il n'y a pas de frais sur vos cartes bleues, sur vos cartes Visa, sur vos Mastercard, vous avez des frais. Là, vous n'avez pas de frais. Vous payez avec votre téléphone, comme ça, chez le boulanger. Et vous savez qui est-ce qui déteste l'euro digital par-dessous tout? L'extrême droite. Évidemment, l'extrême droite, comme aux États-Unis. Donc la question de la monnaie, elle va arriver dans les débats. Et je vais demander à Place Publique d'être vraiment présent et de faire absolument attention, parce que toute attaque contre l'euro digital sera une attaque contre l'euro. Et l'attaque contre l'euro, c'est l'attaque contre notre souveraineté et contre notre démocratie. Maintenant, on en vient à la question, que faire face à Trump ? Jusqu'à présent, la réaction de l'Union européenne a été timide, pour rester dans l'euphémisme. L'Union européenne, mais aussi ses États membres, a du mal à regarder le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il ne nous plaît pas forcément, mais on doit faire avec aujourd'hui. L'idée du côté européen, mais du côté aussi des États membres, c'était un peu de faire le dos rond et de se dire qu'à un moment, si on est discret, peut-être qu'il ne va pas nous voir, en fait, Donald Trump, et qu'il va nous laisser tranquilles. L'idée, c'était aussi de nous dire que, allez, Donald Trump, c'est une parenthèse. Il y aura les midterms, vous savez, aux États-Unis, puis ça va bien passer. Les gens vont revenir à la raison. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que ça se passe avec Donald Trump. Donald Trump, il ne respecte qu'une seule chose. Une seule, c'est le rapport de force. En outre, je crois qu'on a pu voir que malgré le fameux accord signé par l'Union européenne, qui était censé nous donner de la stabilité, juste après la signature de cet accord, vous savez ce qu'a fait Donald Trump? Le lundi, il a arrêté un chantier d'énergie renouvelable, pas n'importe lequel, celui de la plus grande entreprise d'énergie renouvelable européenne qui a failli se retrouver en faillite du jour au lendemain. Le mardi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué Ozempic. Vous pensez ce que vous voulez d'Ozempic. Il l'a attaqué pas parce qu'il n'aime pas Ozempic, parce que c'est le produit phare de l'Union européenne en matière pharmaceutique. Et puis le mercredi, la troisième chose qu'il a faite, c'est qu'il a dit, je vous préviens, vous mettez une taxe sur mes géants du numérique, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais continuer à vous taxer, mais vous n'avez même pas idée. Depuis, il n'arrête pas de nous rajouter des contraintes, de nous rajouter des taxes par-ci, par-là. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Et en fait, c'est quelqu'un dont l'ADN politique même, dont le business model, est de nous taper dessus 24 heures sur 24. En fait, il a été élu pour ça, Donald Trump. Et il y a un moment, il va falloir que les États membres et aussi l'Union européenne le comprennent. Donc, comment faire pour faire face à lui? Déjà, commencer par se rassurer. S'il nous attaque, Donald Trump, c'est qu'on lui pose un problème, fondamentalement. C'est qu'on est fort, c'est qu'on lui représente une menace. La menace, c'est qu'on ne lui obéit pas. La deuxième menace, c'est qu'on est encore une démocratie libérale pour l'instant, si nous faisons bien attention, et qu'on a un marché fort. Donc déjà, l'une des premières choses, c'est de se dire, nous sommes forts, mais nous sommes forts si nous voulons être forts. La deuxième chose, c'est de se faire respecter et d'accepter l'idée de rapport de force. Et aujourd'hui, en politique, les choses ont un peu changé. Je crois que pendant un moment, peut-être qu'on était à un moment politique, on pouvait être assez policé. Aujourd'hui, si vous n'acceptez pas l'idée de faire du rapport de force, et oui, c'est pas agréable, c'est pas hyper glamour, c'est pas hyper élégant, ça ne sert strictement à rien de faire de la politique. Ensuite, l'autre élément dont nous avons besoin aujourd'hui,
notre obsession numéro 1, ça doit être la souveraineté numérique. On a avancé, et je regarde Raphaël, sur la politique de la défense au niveau européen, très bien, super. Mais en fait, nos canaux de communication, qui les détient aujourd'hui? Toutes nos données, qui les détient aujourd'hui? Pardon, mais c'est une partie des techno-fachos milliardaires qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Donc, 24 heures sur 24, aujourd'hui, notre seule obsession, ça doit être de faire en sorte d'avoir une politique industrielle du numérique, avec des objectifs extrêmement clairs pour pouvoir reprendre notre souveraineté, reprendre nos canaux de communication, qu'ils n'appartiennent pas aux autres. Alors, sincèrement, quand je vois à quel point on met du temps pour arriver à un gouvernement, quand je vois à quel point on ne parle que de matin, midi, soir, de la dette et des déficits publics, mais sincèrement, quelle irresponsabilité. Et j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, plus qu'au Premier ministre, parce que je pense que c'est lui qui bloque, et je pense que vous le pensez aussi, fondamentalement, mais lâche en fait, lâche sur cette affaire de justice fiscale, lâche sur cette affaire de politique de l'offre. Tu t'es trompé en fait, très cher ami. Ça arrive de se tromper quand on fait de la politique économique, ça arrive, mais par contre, s'entêter et refuser d'apporter au pays la stabilité politique par pur orgueil, dans le contexte actuel, c'est sincèrement tout à fait criminel. Donc, qu'il lâche quelque chose sur la question de la justice sociale et qu'on puisse enfin commencer à parler des vrais sujets. L'autre élément déterminant, c'est les services publics. Et je pense notamment à certaines chaînes d'information publique, qu'elles soient à la télé ou qu'elles soient à la radio. J'ai été profondément outrée de voir que certains partis qui se disent de gauche utilisent les mêmes éléments de langage que l'extrême droite et s'attaquent à l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, pardon, mais c'est essentiel. Et je vais vous dire pourquoi l'extrême droite s'en prend à l'audiovisuel public, pour deux raisons. Premièrement, pour la question des canaux de communication. Parce que tout leur enjeu est de pouvoir avoir leurs propres canaux de communication et déverser leur propagande. Et la deuxième raison, c'est la question de la diversité. Et je reviens à la question de la démocratie. Moi, je veux pouvoir, je pense que vous savez que je suis une économiste de gauche, mais je veux pouvoir avoir le droit, tous les matins, d'écouter France Inter et de râler quand j'entends Dominique Seux faire sa chronique économique. Je veux pouvoir continuer à avoir ce droit. Je veux continuer à débattre et à me chicaner avec Pascal Perry et avec Emmanuel Le Chypre. Je veux pouvoir avoir ce droit, en fait. Donc, s'il vous plaît, battez-vous pour le service public, pour l'audiovisuel public. C'est un élément essentiel de la démocratie et ce n'est pas par hasard s'ils essayent aujourd'hui de nous le voler. Je le disais aussi, évidemment, la monnaie. La monnaie qui sera vraiment un sujet, regardez à quel point ce sera attaqué par les stablecoins et par les cryptos. S'il vous plaît, gardez un œil sur ce sujet et soyez en capacité de le porter partout, même si ça vous paraît technique. Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet éminemment politique et le clivage, il est extrêmement clair entre d'un côté les démocrates progressistes et de l'autre côté l'extrême droite. Donc défendez l'euro, défendez, mais même le dollar, j'ai envie de vous dire, mais défendez l'institution monétaire. Enfin, il nous faudra une France forte, car juste et apaisée. Et ça, à mon avis, il y a une seule chose qui le permet, c'est la gauche au pouvoir. C'est la gauche au pouvoir. La gauche au pouvoir qui sera peut-être capable de faire comprendre aux ultra-riches que même s'ils ne sont pas très intéressés par la question de l'égalité, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Je vous le conseille. C'est un livre qui rappelle notamment aux gens qui sont assez anti-taxes, qui peuvent être des fois très à droite. Pourquoi à la fin des fins on a tous intérêt à l'égalité? Quand vous êtes même cynique, en fait, même par cynisme, en fait,
Vous avez intérêt à ce que le pays aille bien. Si vous voulez continuer à pouvoir poser votre sac, alors je vais citer plein de marques comme ça, je ne serais pas embêtée, Chanel, Dior, peu importe, par terre quand vous buvez un café pendant la Fashion Week à Paris, je vous assure que vous avez intérêt à ce qu'il y ait un niveau d'inégalité acceptable au sein de ce pays et que le pays soit relativement apaisé. Donc même par cynisme, très chère population qui ne veut pas payer vos impôts, payez vos impôts, même vous, vous y avez profondément intérêt. La gauche au pouvoir, je disais, peu importe, non pas peu importe le moyen, mais quand on parle de la gauche au pouvoir, on parle toujours des moyens d'y accéder. Et il y a deux moyens qui reviennent toujours et que moi, à titre personnel, je trouve un peu feignant intellectuellement. C'est union et primaire. Et en fait, je pense que parler toujours de l'union et des primaires, c'est passer son temps à se parler entre appareils, en fait. Et union ou pas union, primaire ou pas primaire, la réalité, c'est que la gauche, aujourd'hui, n'est pas majoritaire dans ce pays. Et c'est ça, en fait, qui devrait nous guider. C'est ça, aujourd'hui, qui devrait nous conduire. Et si vous voulez, au lieu de parler de la question en permanence de l'union de la gauche et des primaires, ce qu'on devrait faire 24 heures sur 24, c'est parler aux Français et se battre pour leurs intérêts. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et puisqu'on parle de comment trouver des solutions face à l'extrême droite mondialisée, puisqu'on parle de gauche au pouvoir, je pense que l'une des meilleures solutions, c'est peut-être d'inviter Raphaël Glucksmann à venir faire son discours à la tribune. Merci beaucoup.